Adel Rifat et Bagat El Nadi, bonjour. Vous êtes tous les deux égyptiens, politologues, islamologues. Vous publiez depuis une quarantaine d'années tous les deux sous le pseudonyme de Mahmoud Hussein. Vous avez écrit notamment et récemment Penser le Coran qui a donc été publié chez Grasset en 2008. Et puis beaucoup plus tôt, donc il y a quelques dizaines d'années, Versant Sud de la Liberté aux éditions La Découverte et La lutte de classe en Égypte. Ce sont des titres qui apparaissent comme tout à fait précurseurs de ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour deux anciens des camps nassériens, puisque vous avez donc connu les camps de concentration, j'imagine que la situation est quasiment jubilatoire pour vous aujourd'hui. Oui, c'est fantastique. Surtout que c'était imprévisible. C'était imprévisible. Est-ce qu'il aura fallu finalement l'étincelle tunisienne pour que ça se produise? Absolument. Il a fallu l'étincelle tunisienne et je voudrais bien reconnaître volontiers le mérite du peuple tunisien dans cette affaire. Ce n'est pas seulement que le peuple tunisien a réclamé sa liberté, parce que les peuples arabes, tous les peuples arabes avaient des explosions de temps en temps où ils réclamaient leur liberté, mais ce que le peuple tunisien a montré aux peuples arabes, que le changement politique au sommet du pouvoir était possible, qu'il ne fallait pas attendre que le chef d'État meure ou qu'il y ait un coup d'État, mais que le peuple peut intervenir et imposer sa volonté. C'est ça le mérite de la révolution, l'un des mérites de... Ce que le peuple égyptien, dans sa révolution, est en train de montrer, c'est que la révolution tunisienne n'est pas un fait isolé, comme on l'a beaucoup dit ici et là. Oui, parce que aujourd'hui, on parle aussi du Maroc, de l'Algérie, voilà, de la Jordanie. En fait, la région entière est en ébullition. Mais ça montre que ce n'est pas seulement des analyses. Il y a un même schéma qui s'est déroulé. Alors, quel est-il, ce schéma? Justement, alors, parlons-en. C'est une révolution d'un type nouveau. Nous entrons dans le XXIe siècle avec les peuples arabes qui nous indiquent tout ce qu'il peut y avoir de nouveau dans cette nouvelle génération qui n'a pas besoin de chef, n'a pas besoin de parti, n'a pas besoin de programme et qui, quand elle explose, découvre en marchant ce qu'elle est, ce qu'elle représente et arrive très vite à faire l'unité entre toute une série de revendications, parce que la moitié du peuple a faim, d'autres n'ont pas de travail, on a plein de vraies revendications immédiates, mais non. La découverte que les Tunisiens d'abord, les Égyptiens sont en train de faire, et probablement d'autres à l'avenir, c'est qu'il y a une volonté essentielle d'imposer la liberté au sens moderne du terme, la liberté au sens démocratique, et à partir de là, tout peut changer. Alors, tout peut changer. Le spectre de l'islamisme a souvent été projeté par le président Moubarak, notamment avec la montée en puissance des frères musulmans. Est-ce qu'il y a véritablement danger par rapport à un fondamentalisme islamique qui se mettra en place dans la région? Juste avant de répondre à cette question, les Tunisiens d'abord, les Égyptiens ensuite, viennent de prouver que ce n'est pas vrai, ce qu'on nous serine depuis des dizaines d'années, que c'est ou bien ces dictateurs, vaguement modernistes, très vaguement d'ailleurs, mais enfin ils sont là, on les connaît, on les comprend, et l'Occident est rassuré par eux, ou bien c'est les intégristes. Eh bien c'est faux. Et je voudrais dire que ce n'est pas effrayant, mais le problème est ailleurs. C'est le président Moubarak qui renforce les frères musulmans. Si le président Moubarak avait accepté de démissionner dès le départ, les forces de l'opposition l'auraient remplacé sans qu'il y ait le danger des frères musulmans. Parce que, souvenons-nous, les frères musulmans n'avaient pas participé à la révolte dès le départ. Ils étaient restés un certain temps à voir, pour réfléchir et voir si le mouvement allait s'étendre ou pas. Quand le mouvement s'est étendu et quand les frères musulmans avaient compris que le peuple égyptien est décidé à finir avec le régime de Moubarak, ils ont commencé à intervenir, à appuyer le mouvement. Qui a causé tout ça? C'est le président Moubarak lui-même.
Alors, si on arrive à un dénouement assez rapide en Égypte maintenant, ça peut enlever beaucoup de points aux frères musulmans. Mais bien sûr, le danger existe si Moubarak persiste à vouloir rester. Parce que dans ce cas, la seule force organisée, la seule force politique organisée en Égypte, c'est effectivement d'opposition, disons, c'est les frères musulmans. Alors, donc, quel est le schéma idéal pour vous aujourd'hui? C'est le départ donc du président Moubarak et une transition avec Omar Suleiman comme le préconisent les États-Unis? Non, c'est rien, lui ou un autre. De toute façon, la confiance est rompue entre l'immense majorité des manifestants et Omar Suleiman qui n'a pas cessé de brûler ses cartes en montrant qu'il collait à Moubarak. Mais ce qu'il faut, il faut insister aussi sur ce fait, c'est que il y a, comme vient de dire Bagat, ce tandem, ce binôme sinistre, soit la dictature moderniste, soit une théocratie à la... Bon, ça, aujourd'hui, en admettant que la révolution marque un premier point décisif, c'est-à-dire qu'il y ait non seulement le départ de Moubarak, mais la suppression de l'état d'urgence, qu'il y ait la dissolution des 2 chambres de parlement qui ont été honteusement truquées, etc. Alors, si tout ça se passe, on va dire, mais les frères musulmans, mais alors, oui, mais regardons bien les choses. Ils n'ont pas voulu ce mouvement, ils ne l'ont pas pensé, ils ne l'ont pas commencé, ils sont entrés dedans, ils l'ont appuyé, donc ils ont naturellement leur place dans l'ensemble des forces qui ont fait cette révolution. Mais ce n'est pas eux qui donnent le ton. Il faut revenir à cette idée que la révolte populaire, parce qu'on dit souvent, les heurts, etc., c'est une vraie révolution. Alors, on va... mais juste, c'est pour dire, elle a introduit un nouveau logiciel. Même les frères musulmans doivent s'y adapter. On n'a entendu nulle part qu'ils veulent imposer la charia. Ils parlent de liberté aussi. Donc, entendons-nous bien, c'est une grande avenue qui s'ouvre, et cet épouvantail, ce n'est pas le moment de l'évoquer.